Nous allons pouvoir commencer les travaux de ce dernier conseil de la mandature. Une cinquantaine de conseils municipaux nous auront réunis tout au long de ces 6 ans. Et je tenais, avant de commencer nos derniers débats de la mandature, à tous vous remercier. Être élu, c'est avant tout servir la population des Morlaisiennes et des Morlaisiens, que l'on représente la majorité ou l'opposition. Certains d'entre nous ont connu les deux casquettes, mais c'est toujours la même application nécessaire dans la vie de la commune. Je commence l'appel pour ouvrir nos travaux. Jean-Paul Vermeau, moi-même présent, Patrick Gambache, présent. Catherine Tréanton, présent. Yvon Laurence qui m'a donné pouvoir, Nathalie Barnet, présent. André Laurent, présent. Valérie Scatolin, présent. Frédéric Laminotte, Laetitia Abili, Jérôme Plouzen, Françoise Keinec, Ismaël Dupont, Marie-Françoise Madec, Patricia Stéphan, Amada Zouberi a donné pouvoir à Frédéric Laminotte, Élise Kerebel a donné pouvoir à Catel Salazar, Ludivine Lemaine a donné pouvoir à Catherine Tréanton, Camille Thomas, David Guillaumard, Christelle Breton, Ali Azala a donné pouvoir à Ismaël Dupont, Jolane Faucheur, Eugène Karadec de Villers a donné pouvoir à Laetitia Abili, Anne-Yvonne Géréec, Marie Galouedec a donné pouvoir à Patrick Gambache, Jean-Charles Pouliquin, Georges Orégan, Alain Danielou, Sabine Duval-Arnoux a donné pouvoir à Thomas Deroux, présent, et Fabrice Bellec. Le premier point à l'ordre du jour appelle à la nomination du secrétaire de séance. J'ai demandé à Catherine Tréanton d'être secrétaire de séance. Elle viendra dès lundi signer les différentes délibérations qui désormais sont toutes contresignées par le secrétaire de séance. Le point prochain appelle à l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18 décembre 2025. Y a-t-il des interventions sur ce compte-rendu ? Chers collègues, s'il n'y en a pas, pour l'approbation de ce compte-rendu, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Merci. Le point suivant appelle à l'information au conseil municipal des décisions prises dans le cadre des délégations. Vous avez l'ensemble des délégations qui sont désormais fournies avec des explicitations de celles-ci. Avez-vous des questions sur ces délégations? Je ne vois pas de demande de parole. Pour la prise d'acte, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Allez, on rentre dans la série de délibérations menées par le premier adjoint avec le vote des tons d'apposition. Oui, une délibération, j'allais dire, récurrente. Le conseil municipal est donc sollicité ce jour afin de fixer les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'exercice 2026 comme pour les années précédentes. Le taux reste inchangé. Il sera toujours pour la taxe d'habitation sur la résidence secondaire de 19,62%, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 41,12% et la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 71,50%. Merci. Délibération nécessaire avant la présentation et le vote du budget. Y a-t-il des interventions? Jean-Charles? Oui, monsieur le maire, sans surprise, nous avons eu l'occasion depuis le début du mandat de nous exprimer sur les raisons de notre vote contre cette délibération. Donc cette année encore, nous voterons contre. Merci, j'enregistre votre consigne de vote. Il y a donc, si je compte la procuration, 6 votes contre. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Nous arrivons au vote du budget primitif après le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu au précédent conseil. Tout à fait. Au précédent conseil, donc celui du 18 décembre, nous avons eu donc un débat sur le DOB en fait. Un petit rappel d'abord, le vote du présent budget a été proposé comme le prévoit la réglementation après la tenue du débat d'orientation budgétaire. Il est à noter que les budgets primitifs, principaux et annexes sont présentés avant le vote du compte administratif 2025, sans reprise des résultats antérieurs. D'accord ? Pour rappel, nous disposons d'un budget depuis peu
En effet, le projet de loi de finances a été définitivement adopté par le biais de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution française le 2 février 2026. Il se traduit pour la ville de Morlaix par une perte de 360 000 € pour le CNRACL, une baisse des compensations fiscales de 121 000 € et enfin, sur le FCTVA, une perte de 15 000 €. Nous aurons donc, comme première conséquence de ce vote, une perte immédiate pour la ville de Morlaix, une perte de 496 000 €. Nous avons construit un budget 2026 conformément au scénario présenté et discuté durant le DOB. Je suis désolé, mais il va étrangement ressembler, j'allais dire étrangement, à ce que je vous ai déjà présenté. Nous avons accru nos efforts pour baisser les dépenses de fonctionnement de la collectivité dans une situation qui reste tendue. Nous avons réussi à conserver un équilibre sur les dépenses de personnel alors que l'État nous a imposé une augmentation ou des transferts de charges sans jamais abonder financièrement ces mesures. En revanche, nous avons travaillé à consolider nos équilibres budgétaires tout en maintenant un niveau d'investissement significatif. Ce budget a pour but de sécuriser notre trajectoire financière en nous appuyant sur une gestion responsable, solidaire et durable. Je vais commencer tout de suite par le budget consolidé. Donc vous avez devant vous un tableau qui reprend l'ensemble des chiffres que je vais vous redonner rapidement. Je vous rappelle qu'en investissement comme en fonctionnement, nos comptes doivent être équilibrés en dépenses et en recettes. Nous avons donc sur le budget principal 12 976 000 € en dépenses et la même chose bien entendu en recettes et en fonctionnement 24 900 000 € en dépenses et en recettes. Pour les budgets annexes, nous avons en dépenses 604 000 € en dépenses et en recettes et nous avons 5 867 000 € en dépenses et en réserve et en recettes en fonctionnement. Donc ce qui nous fait un total de 13 580 000 € en recettes et en dépenses et de 30 767 000 € en recettes et en dépenses, qui nous fait un total d'un budget de 44 347 000 €. Le budget principal, donc, qui est bien le budget de la ville avant qu'on parle des budgets annexes. Le budget principal de fonctionnement de la ville s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 24 900 000 €. Un virement à la section de fonctionnement de 500 000 € est affecté à la section d'investissement. La politique d'investissement 2026 s'élève à 12 976 000 €, dont 5 787 000 € de dépenses d'équipement. Vous avez dans le tableau suivant ce que je viens de vous redire qui rappelle, vous voyez le passage des 500 000 € des dépenses de fonctionnement en investissement et l'ensemble des chiffres que je viens de vous donner. Le rapport d'orientation budgétaire 2026 ainsi que le budget primitif ont été construits en tenant compte des transferts d'équipement de la ville de Morlaix à Morlaix Communauté. Je ne vous redonne pas les éléments transférés, que ce soit le théâtre du Pays de Morlaix, le complexe de Langolvas, le musée des Jacobins et la maison à Pont-d'Allée et la piscine de la Boissière. Le fonctionnement. En fonctionnement, nous allons commencer par les dépenses. Les orientations retenues dans le rapport d'orientation budgétaire permettent une baisse des dépenses de fonctionnement de moins 1,1%, soit 277 000 €, ce qui porte l'équilibre de la section de fonctionnement à 24 900 000 €. Vous avez un tableau qui vous redonne les grandes catégories et si on avance sur ce qui est projeté, nous avons la maîtrise des charges de fonctionnement permettent à la collectivité de dégager un autofinancement de 500 000 € ainsi que le remboursement du capital de l'emprunt d'1 665 000 € qui est assuré par l'addition des dotations aux amortissements, 900 000 €, du virement de la section de fonctionnement, 500 000 € et d'une partie du FCTVA. Donc tout ça va permettre de couvrir le remboursement du capital. Vous avez sur le camembert devant vous la répartition des dépenses de fonctionnement. Vous voyez que la principale charge sont les charges de personnel avec 46,6% qui représente 46,6% de la totalité en fait, de nos dépenses de fonctionnement. Vous verrez qu'en dessous, en gris, vous avez les charges de personnel remboursées. Donc, ce sont les charges de personnel
que nous payons notamment pour les budgets annexes et qui nous sont ensuite remboursés. Donc en fait, il y a un jeu d'entrée et de sortie dépenses qui s'équilibre. Enfin, nous avons les charges à caractère général pour 19% qui sont en vert à 4 913 000 euros. Et ce qu'on appelle les autres charges de gestion courante, pour vous expliquer, ce sont essentiellement donc les subventions que nous accordons au budget annexe et les subventions aux associations. Voilà les grosses répartitions de dépenses. Si nous passons aux recettes à présent, les orientations et les données financières de la ville, donc en fait nous avons la DGF, les bases fiscales, les tarifs, etc. permettent d'estimer des recettes de budget dans le budget primitif 2026 de 24 900 000, c'est la même somme depuis le début, soit une baisse de moins 277 000 euros par rapport au budget de l'année précédente. Le budget primitif du budget principal de la ville de Morlaix est équilibré sans reprise des résultats antérieurs. Il a été établi avec la volonté de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale, ainsi que les tarifs des services, cantines, garderies, garde d'enfants, activités sportives et de loisirs, mais aussi de maîtriser les dépenses de fonctionnement en maintenant un niveau et une qualité de service. Vous avez donc devant vous la section en fait de fonctionnement qui est répartie. Vous voyez qu'on arrive donc bien à moins 1,1% en recettes. Les recettes de fonctionnement par nature, nous avons donc effectivement le gros morceau qui est la fiscalité locale, 56,1%, les impôts et taxes, 6,6%, les atténuations de charges pour 3 361 000 euros. Nous avons également les dotations de participation, 4 861 euros. Nous allons passer à l'investissement. La section d'investissement s'élève à 12 976 000 euros, dont 849 000 euros de report. Je vous rappelle, pour tout le monde, les reports sont des travaux engagés, mais qui n'ont pas été terminés et donc qui n'ont pas été facturés. Donc c'est reporté sur l'année suivante en dépenses et en recettes. Donc, je reprends, nos dépenses. Les dépenses d'équipement s'élèvent donc à 5 787 974 euros, soit plus 2,7% par rapport au BP 2025. Elles tiennent compte principalement de l'entretien des bâtiments, de la voirie, des espaces verts communaux, ainsi que des opérations particulières, notamment, je pense à la restructuration de l'îlot du Deux-Seine. Ces dépenses, vous en avez donné une longue lecture lors du DOB, donc je ne reviendrai pas dessus. On peut voir que ces dépenses par nature, nous avons les dépenses de la section d'investissement peuvent être étudiées à travers les différentes grandes masses. C'est ce que vous avez devant vous, le remboursement du capital pour 1 665 000 euros, les opérations d'ordre. Donc il s'agit de la valorisation des travaux effectués en régie. On est maintenant obligé de valoriser les travaux qui sont faits. 60 000 euros pour la régie des bâtiments et 30 000 euros pour la régie voirie. Les opérations d'ordre à l'intérieur des sections d'investissement, donc qui regroupent les intégrations, les études, les insertions et des régularisations d'avance forfaitaire pour un montant de 320 000 euros. Les opérations pour compte de tiers concernant les arrêtés de péril, donc pour un montant de 50 000 euros, je vous rappelle, quand il y a un arrêté de péril, si le propriétaire ne veut pas faire les travaux, c'est à ce moment-là la ville qui les fait et qui facture en fait au propriétaire ensuite via la trésorerie. Les opérations sous mandat dans le cadre du transfert du musée, donc on continue à gérer l'ensemble des travaux cette année pour une somme de 4 150 euros. Les opérations de travaux d'équipement qui s'élèvent à elles à 5 787 dont je vous avais effectivement donné un aperçu assez complet au moment du DOB. Sur les recettes, elles sont estimées à 12 976 000 euros. Elles sont en baisse de moins 2,5%, soit une baisse de 339 000 euros par rapport au budget primitif 2025. Vous avez le tableau qui suit l'ensemble des opérations. Les opérations pour compte de tiers qui concernent les arrêtés de péril sont bien mis aussi dans la section recettes, puisqu'on va dépenser et se faire rembourser, donc ça va équilibrer. Et les opérations sous mandat de la même façon, on va dépenser 4 millions, mais on sera remboursé de la même somme, de 4 150 000 euros. Si l'on prend les recettes d'investissement par nature,
Là aussi, nous avons les opérations d'ordre à l'intérieur des sections qui sont équilibrées en dépenses et en recettes. Elles s'élèvent à 320 000 €. Les dépenses d'équipement qui sont inscrites pour 5 787 000 € pour 2026 et sont financées de la façon suivante. Le solde du FCTVA, donc 575 000 €. Les amendes de police, 105 000 €. Les taxes d'aménagement, 40 000 €. Les subventions, 962 810 €. Les cessions d'actifs, 1 247 000 €. La mobilisation d'un emprunt d'équilibre de 2 860 000 €. L'analyse financière, la capacité d'épargne. D'après les orientations retenues dans le rapport d'orientation budgétaire, les produits de fonctionnement courant évolueraient de plus 1,3%, générant une hausse de plus de 310 000 € par rapport à 2025. Sur la même période, les charges de fonctionnement courant progresseraient, elles, de plus 1,6%, soit 362 374 €. L'augmentation des charges de fonctionnement courant étant plus importante que celle des produits de fonctionnement courant, cela se traduit par une baisse de l'excédent brut courant. Cet excédent brut courant, donc EBC, que vous voyez, c'est la ligne bleue, de 2 338 000 € pour 2026 et qui était de 2 390 000 €, donc soit une perte de 52 000 € et qui correspond à une baisse de 2,2%. L'épargne de gestion, EG, est à 2 347 000 €. L'épargne brute est à 1 846 000 et nous aurons donc une épargne nette à 221 000 €. L'épargne nette correspond bien à l'épargne brute, d'accord, après déduction du montant de remboursement en capital de la dette. Elles expriment le montant des recettes de fonctionnement pouvant être consacrées aux dépenses d'investissement après remboursement du capital de la dette. En 2026, donc, la ville de Morlaix disposera d'un autofinancement de 221 000 €. La caractéristique de la dette, l'encours de la dette au 1-1-2026 s'élève à 21 954 000 €. La dette comporte 19 contrats de prêt pour un taux moyen donc de prêt à 2,1%. Le ratio encours corrigé épargne brute qui indique le nombre d'années qui seraient nécessaires à la collectivité pour rembourser l'intégralement de son encours de la dette en supposant qu'elle y consacre toutes ses ressources disponibles. Il est généralement admis qu'un ratio de désendettement entre 10 et 12 ans est acceptable et qu'au-delà de 15 ans, la situation devient dangereuse. Le délai minimum de désendettement de la collectivité serait donc de 11,4 années pour 2026. Voilà pour le budget principal de la ville. Pour les budgets annexes, on va commencer par le pôle petite enfance. Le pôle petite enfance possède son propre budget annexe qui regroupe donc 5 structures de fonctionnement: l'administration générale, la LSH, la ferme des enfants, la crèche collective, la crèche familiale et le lieu d'accueil enfants-parents. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 2 436 000 €, composées à 90,4% de charges de personnel. Les dépenses d'investissement sont estimées à 50 358 €, dont 13 430 de matériel d'équipement et de 36 238 de travaux divers, réfection et agrandissement de parking, mise aux normes de l'éclairage de la crèche collective. Nous passons à la cuisine centrale. La cuisine centrale est suivie sur un budget annexe autonome dont les dépenses de fonctionnement sont estimées à 3 350 900 €. Elles sont composées à 60% d'achats de fournitures et un montant de plus de 2 millions d'euros et de 37,3% de charges de personnel pour 1 250 000 €. Les dotations aux amortissements s'élèvent à 78 000 €. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 3 350 900 €, dont 3 204 000 € sont issus de la tarification aux clients. Donc communes, lycées, collèges, centres de loisirs, EHPAD, etc. Et de 123 150 € de subventions d'équilibre du budget principal de la ville. La section d'investissement est fixée à 175 208 €, dont 52 100 affectés au remboursement du capital d'emprunt et 33 108 pour le déploiement de la GPAO, qui est la gestion de la production assistée par ordinateur.
Une partie de ces charges est autofinancée, mais un emprunt d'équilibre de 89 900 € est nécessaire afin d'ajuster le budget d'investissement de la cuisine centrale. Pour le parc de Langolvas, il reste toujours un reliquat et on sera obligé d'en parler chaque année. Le parc des expositions de Langolvas a été transféré au 1er janvier 2024 à Morlaix-Communauté. Son exploitation relève d'un budget annexe spécifique de la collectivité. En 2026, le total des charges de fonctionnement est limité à 30 850 €, composé de charges à caractère général pour un montant de 15 000 €. Donc c'est en fait une enveloppe de prévision, donc si besoin, et du remboursement des intérêts de l'emprunt de 1 700 €. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 12 000 € qui sont affectés au remboursement du capital de l'emprunt. Tous les emprunts qui ont été faits avant les transferts sont garantis par la ville. Donc c'est la ville qui continuera à payer. Donc on continuera à parler encore du parc de Langolvas tant que nous n'aurons pas épuré cet emprunt. Le centre de santé municipal, les dépenses de fonctionnement sont fixées à hauteur de 49 000 €. Cette année, une subvention d'équilibre du budget principal de la ville est inscrite pour le même montant. Elle est nécessaire avant de régler diverses dépenses, taxes foncières, participation au déficit, intérêt de l'emprunt, etc. Les dépenses d'investissement sont estimées à 360 998 €, comprenant le remboursement du capital de l'emprunt, 45 000 €, et des frais de maîtrise d'œuvre, et les travaux d'achèvement de réhabilitation du bâtiment. Les travaux et les équipements sont financés par des subventions, régions et déciles, inscrites pour un montant de 197 254 € pour 2026. Et ce sera d'ailleurs le solde. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de ce budget. Merci, il est en phase avec le débat d'orientation budgétaire que nous avons eu. Le débat s'ouvre. Jean-Charles ? Jean-Charles, faut y aller. Je vous regardais, j'attendais votre intervention. Eh bien, j'y vais. J'y vais, mais rapidement, puisque vous l'avez rappelé, le débat s'est tenu. On a eu tous l'occasion de s'exprimer sur notre analyse du budget, la vision qui est derrière. Nous avons fait nos remarques en nous appuyant sur un certain nombre d'indicateurs. Nous avons expliqué pourquoi nous ne partageons pas les orientations prises par ce budget. Donc, nous voterons contre. Merci. Merci Jean-Charles. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va voter budget par budget. Alors après viendront l'ensemble des feuilles d'émargement budget par budget. D'accord ? Donc ne partez pas sans les avoir toutes signées. C'est un exercice courant. Alors pour le vote du budget principal, je compte 6 votes contre. Y a-t-il des abstentions ? Merci. Sur le vote du budget annexe de la cuisine centrale, 6 votes contre. Sur les budgets annexes, c'est contre aussi ? Oui, absolument. Alors, sur le budget cuisine centrale, 6 abstentions. Y a-t-il des votes contre ou non ? Donc, ce sont des abstentions. Sur le budget annexe pôle petite enfance, abstention ? 6 abstentions. Pas de vote contre, merci. On a fait cuisine centrale, pôle petite enfance. Nous voilà au budget annexe de Langolvas. Abstention, 6 abstentions, pas de vote contre. Budget annexe centre de santé municipal. Y a-t-il des abstentions sur le centre de santé municipal? Abstention, 6 abstentions, pas de vote contre. Je vous remercie. Nous continuons avec l'attribution d'une subvention au CCAS et au DRE. Oui, attribution donc d'une subvention au centre communal afin de soutenir l'action et le fonctionnement du CCAS dans le cadre de ses actions de lutte contre l'exclusion, d'accompagnement des personnes âgées, de soutien aux personnes souffrant de handicap, aux personnes fragilisées et de bien d'autres choses encore. Le conseil municipal est sollicité pour verser au titre de l'année 2026 la somme de 860 000 €. Cette somme est décomposée en 2 parties. Une directement pour le CCAS de 810 000 € et une seconde de 50 000 € pour le DRE. Georges m'avait posé une question concernant le DRE durant la séance de l'AGF. Donc je vais en faire profiter tout le monde en redonnant juste pour que tout le monde soit bien au courant.
Ce qu'est le DRE. Le dispositif de réussite éducative DRE vise l'accompagnement des enfants et adolescents de 2 à 16 ans sur les ex-quartiers prioritaires, adossés à la politique de la ville dans le volet éducation, puis au contrat de vie active. Le DRE fonctionne en partenariat avec les institutions suivantes: la CAF, le Conseil départemental, l'Éducation nationale, l'État et Morlaix Communauté et la ville. Il est également en lien avec d'autres dispositifs du territoire tels que le PEL. Sur la ville de Morlaix, le DRE est issu des différentes réflexions partenaires engagées en 2007. Le dispositif est piloté par le CCAS. Le premier parcours ont démarré en avril 2008. Depuis, de nombreuses personnes ont pu bénéficier des plus-values que représente le DRE. Au 31 décembre 2025, c'est 834 enfants différents qui ont été accompagnés dans le cadre de ce dispositif. Le nombre de parcours engagés, les sollicitations et échanges avec les acteurs locaux témoignent d'un réel besoin et de la pertinence de ce dispositif. C'est 117 enfants qui ont pu profiter de ce dispositif en 2025. Les chiffres avaient un peu chuté au moment du Covid, avec une absence de relation avec l'éducation nationale, etc. Voilà, on est remonté depuis. Aujourd'hui, 117 enfants est un très bon score. Voilà. Sachant, je me permets d'ajouter que ce sont des accompagnements qui peuvent durer jusqu'à 2 ans. Oui. Donc 817 enfants avec des accompagnements de longue durée. C'est ça, c'est pour ça que je disais bien enfants différents. Georges ? Oui. Déjà, je remercie Patrick. Effectivement, j'avais demandé quelle était l'évolution du nombre d'enfants qui bénéficiaient, je dirais, quelque part malheureusement de ce dispositif. Et effectivement, Patrick m'a transmis la réponse par courriel. Et donc, je le remercie parce que c'est vrai que qu'on n'a pas les données sur plusieurs années, ça peut être compliqué de voir l'évolution. Et je crois qu'il faut rester quand même très, très attentif parce que la population de Morlaix reste très fragile socialement et on n'est pas malheureusement à l'abri effectivement d'avoir le nombre d'enfants devant en bénéficier. On devrait peut-être voir ce nombre augmenter et les dispositifs d'accompagnement, notamment étatiques, ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc c'est vraiment un point sur lequel il faut être très attentif. À mon tour, en faisant un petit flashback sur le mandat, nous nous sommes tous mobilisés quand nous avons perdu le contrat de veille active. Et je me souviens, l'opposition comme la majorité, nous étions là auprès des différents partenaires pour souligner notre incompréhension qui ne tient malheureusement dans la vision de l'État qu'au fait que nous ayons été un bon élève de la mixité sociale. Et là, de la même façon, nous l'avons toujours revendiqué, peu importe les alternances politiques, puisque ce qui nous a fait sortir de la politique de la ville, c'est sidérant, mais c'est le fait que nous n'ayons pas concentré la pauvreté sur un seul quartier. Mais que nous ayons toujours, et je le redis, historiquement, depuis l'après-guerre, toujours joué la carte de la mixité sociale. C'est vraiment terrible. Mais bon, c'est comme ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, et l'union du conseil municipal s'est toujours fait sur ce sujet, et précédemment, quand un certain nombre d'entre nous de la majorité étions dans l'opposition, quand on était passé de la politique de la ville au contrat de veille active, de la même façon, on avait souligné la même incompréhension. Sur la pauvreté, il y a des effets ville-centre qui sont aussi un facteur de plus forte proportion de la pauvreté sur notre territoire. Là aussi, c'est historique et c'est aussi parce que nous avons un certain nombre de services et de prise en charge qui sont possibles sur la ville-centre et moins possibles sur les autres villes du territoire. Évidemment, on le voit, c'est un coût particulier en termes d'accompagnement financier du CCAS. Mais nous avons aussi des indicateurs, effectivement, qui doivent être suivis très précisément. Nous étions avec Catherine, il y a encore quelques jours, à la présentation de l'étude des besoins sociaux, avec un nouvel indicateur qu'il va vraiment falloir prendre en compte dans l'avenir. Il n'était pas calculé jusqu'alors, c'est celui de la précarité alimentaire. 11% de nos concitoyens en précarité alimentaire sur le volet ration quotidienne, quantitatif. Alors,
il y a deux indicateurs, le volet quantitatif et le volet qualitatif. Sur le volet qualitatif, c'est plus de 40% de mes concitoyens qui sont en précarité alimentaire d'un point de vue qualité des aliments qui sont ingérés. Ça donne un éclairage nouveau également sur les difficultés à laquelle sont confrontées une partie de notre population. Mais on l'a bien vu au cours de ces dernières années, c'est globalement la plus grande partie de la population qui a vu son quotidien malheureusement devenir de plus en plus dur sous l'effet de l'inflation de certains produits, que ce soit sur la facture énergétique, que ce soit sur la facture alimentaire, et puis surtout sur la facture du coût d'accès à l'habitat, hein, qui devient une proportion prioritaire dans le budget des ménages. On est confronté, c'est vrai, à l'absence de politique nationale qui accompagne ces phénomènes. On parle de politique de la ville, qu'on devrait parler d'une grande politique sociale qui puisse toucher toutes les villes, les 35 500 communes de France. On reste un peu en difficulté, mais Georges, tu as raison, il faut qu'on soit attentif. D'ailleurs, le DRE aurait pu disparaître avec la perte des crédits du contrat de veille active. Nous avons continué à le maintenir parce qu'il porte ses fruits sur les politiques de prévention. Et c'est toujours moins cher de faire de la prévention que d'avoir à gérer des problèmes qui s'enquistent dans la durée. S'il n'y a pas d'autres interventions pour cette délibération qui avait eu un avis favorable à l'unanimité en commission des finances, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Protocole d'accord transactionnel, c'est toujours Patrick qui nous le présente. Oui, alors je m'excuse, je vais encore vous donner des chiffres et puis vous expliquer quelque chose d'un petit peu compliqué. Voilà, ce protocole, en fait, fait suite du coup à la mise en liquidation de la MFR. Depuis 2011, en fait, un certain nombre de prêts ont été cautionnés. Donc, la mairie s'est portée caution solidaire de ces prêts à moitié, en fait, hein, sur une hauteur de somme. Donc, si je prends le premier prêt du 28 octobre 2011, qui était de 400 000 euros, donc la somme est garantie par la mairie à hauteur de 200 000 euros. Voilà, on a en 28 octobre encore une somme de 300 000 euros, donc 150 000 euros garantis par la ville. En juillet 2015, une somme de 140 000 euros, donc 70 000 euros garantis par la ville, et une somme de 360 000 euros, donc qui a été également, alors 180 000 euros, pardon, qui a été garantie par la ville. Il se fait que, donc, par jugement du tribunal judiciaire de Brest, l'association Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation de Morlaix a été placée en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie ensuite en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2023. À la suite de ça, la commune a été mise en demeure de verser la somme de 600 000 euros au titre de ses différents engagements de caution auprès donc, du Crédit Agricole du Finistère. Nous avons alors donc entamé des discussions, d'abord parce qu'on n'était pas en état et c'était payable en une seule fois. Voilà, on n'aurait pas pu le faire, ça aurait été trop lourd pour la ville. Nous sommes donc rentrés en négociation. Nous avons aujourd'hui atterri à la proposition suivante. Pour solde de tout compte de ces engagements de caution, il a été arrêté entre les deux parties, hein, donc la commune et le Crédit Agricole du Finistère, que la somme à verser par la ville serait de 372 689,04 euros. Et je dis bien la somme maximale, hein, et sans intérêt. La commune de Morlaix, en échange, s'engage à procéder au paiement de cette somme selon un échéancier. Donc la première somme, c'est une somme de 55 900 euros qui doit être payée au plus tard à la fin février, le 28 février 2026. Une autre somme de 55 900 euros au plus tard au 30 juin 2026. Et le solde éventuellement dû sera déterminé après la vente de la MFR, d'accord, et après que l'État et les différents organismes prioritaires auront récupéré leur argent.
Donc on a réussi à pas avoir à s'engager plus en attendant en tout cas la vente de la MFR. Ce qui était important aussi, c'était d'arrêter la question des intérêts, qui continuaient à courir, et donc qui continuaient à augmenter le prix, bien entendu, à devoir au Crédit Agricole. Voilà, donc on est parti, vous avez dans vos dossiers l'ensemble du protocole. On est parti, si vous en êtes d'accord, pour la signature de ce protocole d'accord transactionnel. Et donc, dans ce cadre-là, la commune de Morlaix renonce par ailleurs, de façon définitive et irrévocable, à toute contestation, réclamation ou action à l'encontre du Crédit Agricole du Finistère, pour être liée à leur relation au titre des prêts et des engagements de caution précités. Donc ça veut dire que ça met fin à toute querelle qui pourrait encore rester entre nous. Voilà, donc ça veut dire que ça met un terme à cette affaire. On aura donc savoir courant 2026, le reste à payer. Mais on a fait le choix donc, de montrer notre bonne volonté en payant ces 2 fois 55 000 €, de façon à pouvoir arrêter toute poursuite éventuelle, etc. Voilà où on en est ce soir. Y a-t-il des interventions sur la question? Bon, c'est le solde de l'aventure tumultueuse de la MFR. C'est aussi l'héritage que nous assumons de décisions passées. La somme n'est pas mince, mais à un moment, très clairement, l'engagement avait été pris par la ville de couvrir ses prêts. On ne va pas faire refaire toute l'histoire de la MFR. Un certain nombre d'entre nous l'ont connu de très près. C'est triste. Avant toute chose pour les élèves qui en bénéficiaient, puisque c'était une modalité pédagogique extrêmement particulière. Il y a eu des décisions actées de la soutenir. Malheureusement, nous en faisons les frais aujourd'hui, mais ces engagements étaient fermes. Et je remercie Patrick Gambache. J'ai également participé à des séquences de négociations avec le Crédit Agricole. Je remercie les services. Merci Valérie, merci Madame la DGS de votre mobilisation sur le sujet, puisque si le Crédit Agricole avait voulu nous imposer tous les intérêts qui couraient, la somme aurait été bien plus élevée. C'est ça aussi la continuité républicaine. Des décisions prises sous un mandat précédent produisent des conséquences sur un autre mandat. Mais nous avons l'obligation d'y faire face, même si cela grève les finances de la collectivité du montant de 376 000 €. S'il n'y a pas d'autres interventions, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Merci. Alors, une ligne avait sauté dans le vote des tarifs, donc nous sommes obligés d'y revenir. Voilà, je vous présente toutes nos excuses. Au moment où le PSDF a été fait, un petit bout a été, ce qu'on a appelé une erreur matérielle a été constatée. Donc en regardant, parce qu'on en a eu besoin le tarif, on s'est aperçu qu'il manquait une case. Donc la case, c'est la location de la salle de Ploujean pour les associations extérieures, donc n'ayant pas leur siège social à Morlaix. Donc les frais de fonctionnement pour la petite salle sont de 178 €, sur la grande salle de 299 € et enfin pour l'ensemble de 409 €. Donc 404. Pour autant, tant qu'on n'a pas voté, en fait, on ne peut pas facturer. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait repasser ça devant vous ce soir, pour pouvoir gagner de l'argent. C'est à croire qu'à chaque fois qu'on est adjoint aux finances, peu importe sa couleur politique, on devient vénal au bout de quelques années. Mais on l'était peut-être déjà avant, en fait. On l'était peut-être déjà avant, je suis désolé. Bon, s'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Nous arrivons au vote des subventions pour les associations autres que sportives. Alors, nous avons repéré quelques conflits d'intérêts potentiels. Monsieur Camille Thomas, vous devez vous déporter. Vous devez vous déporter. Ouais, ça veut dire qu'il faut sortir de la salle pour votre sécurité juridique. Georges, pour le collectif Brune, c'est signalé comme potentiel administrateur ou il y a eu un changement? Je l'avais fait l'année dernière, pour qu'il y a de parenté.
Mais effectivement, on m'a indiqué, je ne suis pas membre du tout d'association, donc... Yann Parenté, ça compte, Georges? Ouais. Oui, oui. Bon, donc je oui, sors il faut que déport, oui, malheureusement. Alors, on s'est déjà exprimé sur ce cirque que nous impose la loi maintenant, mais bon, c'est comme ça. Pour la Baie des Livres, il y a Ismaël Dupont. Pour Skolvrez également, mais on ne va pas le faire sortir 2 fois. Et on avait analysé Ali pour le comité de chômeurs, mais il est représenté ce soir, donc il ne votera pas. Et Ismaël est sorti, donc ça tombe bien. Alors, si vous faites partie, si vous avez des liens de parenté avec des administrateurs des associations connues, ou si vous participez à l'administration de ces associations, il faut sortir. Marie Galouedec. D'accord, donc Marie Galouedec, on neutralise son pouvoir comme elle n'est pas présente. Allez, André, présente-nous. C'est Laetitia et André qui présentent cette délibération. Oui, donc cette délibération porte sur l'attribution des subventions aux associations non sportives pour l'année 2026 dans le cadre du règlement d'attribution adopté par le Conseil municipal le 18 décembre dernier. La ville de Morlaix réaffirme son soutien au tissu associatif, acteur essentiel du territoire. Le montant global proposé s'élève à 703 542 €, avec 303 642 € pour la vie associative, 10 000 € pour la vie démocratique, 221 500 € pour la jeunesse et 168 400 € pour les associations culturelles. Voilà, donc il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'attribution de ces subventions telles que présentées dans les tableaux annexés. Merci, André. Je vais peut-être faire un ajout sur les subventions culturelles. Donc les subventions culturelles, le montant des subventions culturelles se monte à 168 400 € pour cette année 2026. Elles sont regroupées en 6 chapitres différents. Un chapitre du côté de l'expression musicale, lyrique et chorégraphique, où on aide le printemps musical, les originales, le bagad, les corollariennes, Sonar Main et Wart pour son festival et ses activités annexes. Au niveau de ce qui est art plastique, nous aidons 2 associations, les Moyens du Bord, où nous avons augmenté leur subvention de 1 500 € cette année. C'est exceptionnel, c'est uniquement pour 2026. Ils ont des projets, ils ont fêté leur 20e anniversaire du salon multiple. On voit bien qu'ils reprennent du poil de la bête, ils sont en train de s'organiser, ils font eux-mêmes des efforts, c'est uniquement pour cette année. En association théâtrale, on a le théâtre de la Corniche et le théâtre de l'Entresort. Le théâtre du Pays de Morlaix n'apparaît plus puisqu'il fait partie du transfert d'équipements qui ont été faits en 2024. Nous avons aussi le cinéma pour la Salamandre à la même hauteur que les autres années, 15 000 €. Et nous avons après les associations culturelles. Les actions culturelles pour des actions, ça va de l'association AMOC, qui est une association culturelle autour de la place Allende. Ça va à Adi, le collectif Brune avec la danse. De nouvelles compagnies. D'ailleurs, dans ce cadre-là, nous suivons 4 nouvelles demandes. Art équipage pour un festival pour une proposition qui s'appelle Festina Lente, avec une proposition d'un spectacle sur bateau à voir du côté des berges. Nous avons aussi Ice Festival qui existe du côté de Plouganou, de Saint-Jean-du-Doigt, est venu à Morlaix et donne cette intention de faire quelque chose à Morlaix tous les ans. Donc nous les suivons pour la première fois. Nous avons aussi La Mauvaise Graine. La Mauvaise Graine étant un collectif de cinéastes, de vidéastes qui font actuellement des courts-métrages. Et nous avons le soutien aussi à Radio U. Radio U étant une radio qui vient s'installer dans le Pays de Morlaix, et qui travaille avec les agités au théâtre. Et voilà. Donc ils ont pour volonté de s'y installer. S'ils gardent leur subvention nationale, ils seront là, puisqu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir pérenniser le poste, mais on verra ce qu'il en est. Je voudrais aussi mettre donc sur la trentaine d'associations que nous soutenons, nous en avons près de 30% qui sont des associations bretonnes ou défendant la langue bretonne. Donc je vais les nommer là. Donc on a le Bagad, on a les Corollariennes,
On a Dibistic. Dibistic, c'est cette association qui fait rentrer la langue bretonne à l'intérieur de l'hôpital. On a Goémon Goéland, qui est une troupe autour de Jean-Philippe Davodo, qui ont un spectacle au Pays des Crêpes et qui s'interroge sur comment se fait-il que des gens bretonnants n'aient pas transmis la langue bretonne à leurs enfants ou à leurs descendants. Donc il y a tout un travail autour de la langue bretonne. Bien sûr, il y a KLT qui soutient tout le temps et qui travaille sur la fête bretonne tous les ans, plus tout ce qu'ils font autrement. On a aussi Rouennès, Bro, Léon, Argue, Bro, Trégor sur la reine du pays Léonard et Trégorois. Et on a aussi Skolvreis que l'on soutient, sans compter aussi des livres que l'on achète régulièrement. Et sans oublier la culture scientifique avec nos aides à l'espace des sciences. Voilà, donc on est dans les mêmes périmètres que... Il va y avoir une baisse significative du côté de Hadi, ça a été vu directement avec son président. L'an dernier, ils n'ont pas mis en place leur festival, donc dans ce cadre-là, on leur maintient une petite aide, c'est en accord avec eux, et une petite baisse aussi du côté de la Corniche, mais la Corniche était devenue un espèce de collectif avec les vidéastes, mais les artistes, ça bouge, donc maintenant, ils préfèrent être pris en compte individuellement, donc ça a un peu bougé. Voilà. Merci. Si vous avez des questions. Merci. Alors, on va déjà voter les associations où il y a des déports. On va dissocier le vote. Donc, on va voter les associations pour Wart, le collectif Brune, la Baie des Livres, Skolvrez et le comité de chômeurs. Sur ces 5 associations, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On peut faire rentrer tout le monde pour le deuxième vote. Ah ben on a de l'aide dans l'assistance, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez tous rentrer. Alors, nous avons voté les associations où il y avait des déports, c'est-à-dire Wart, Collectif Brune, Baie des Livres, Skolvrez, Comité de chômeurs. Maintenant, j'ouvre les débats sur les autres associations. S'il y a des questions, il y avait eu une remarque en commission des finances. Georges ? Je vais indiquer que, comme les années précédentes, je ne votais pas pour la subvention Comité France-Palestine, pour les mêmes raisons, à savoir qu'il y a des termes utilisés parfois sur notamment le génocide qui ne passent pas chez moi. Ok, position de vote habituelle. Sur les autres, donc on retiendra une opposition ou une abstention, Georges, sur la FPS? Opposition, une opposition sur la FPS. Y a-t-il d'autres consignes de vote sur d'autres associations? S'il n'y en a pas, alors y a-t-il des oppositions? Une opposition sur la FPS, pas d'abstention. Et sur les autres, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Eh bien, je vous remercie. Nous arrivons à l'attribution des subventions sportives. Et là, il y a un déport, il y a un administrateur du SC Morlaix. Ouais. On le ressent. Ouais. Dehors. Jolan Faucher, ouais. Pour Gravity Street Workout. On est quasi kiff-kiff en déport pour les sportifs et les cultureux. C'est bon signe, ça veut dire qu'on a des conseillers qui s'intéressent à la vie des associations sportives comme des associations culturelles. Je ne dirai pas ce que je viens d'entendre à ma droite, c'était un propos sexiste qui venait de Madame Scatolin en disant que pour les associations sportives, il n'y avait que des garçons. Hein ? C'est un constat. C'est un constat. Alors, Laetitia, en l'absence de Yvon. Oui, donc cette délibération porte sur l'attribution des subventions aux associations sportives pour l'année 2026. À travers cette délibération, la ville de Morlaix réaffirme son soutien aux sportifs associatifs qui jouent un rôle essentiel en matière de santé, d'éducation, de cohésion sociale et de dynamisme du territoire. Les montants proposés résultent d'une analyse approfondie des dossiers déposés par les clubs sur la base de critères objectifs, nombre de licenciés, niveau d'activité, déplacements liés aux compétitions, formation, ressources propres et autofinancement.
À cette analyse s'ajoute un bonus de 8 € par licencié domicilié à Morlaix afin de valoriser l'ancrage local des associations. Pour 2026, le montant global s'élève à 79 444 €. Il se répartit entre les associations sportives civiles, les associations sportives scolaires, le soutien aux manifestations sportives et des aides spécifiques, notamment pour l'entretien d'équipements, le sport santé, et des subventions exceptionnelles. Les propositions qui vous sont soumises traduisent une répartition équilibrée, conforme au règlement, aux capacités budgétaires de la ville et aux besoins exprimés par les associations. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver l'attribution des subventions sportives pour cette année. Merci. Y a-t-il des questions sur ces subventions? Alors, j'allais dire que c'était plus facile, mais là, il y a une critérisation assez solide. Hein, je le redis chaque année, des différentes subventions, en plus des événements. Donc, s'il n'y a pas d'intervention, je vous propose de voter 3 subventions sur lesquelles nous avons des déports. Celle du SC Morlaix, de Gravity Street Workout. Ce serait bien qu'ils le traduisent en français un jour. D'Oxide Roller, également pour ces 3 associations. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On va faire rentrer nos collègues. Encore merci, madame. Mais merci Sylvie. Alors, nous avons voté les subventions pour le SC Morlaix, pour Gravity Street Workout et pour Oxide Roller. Pour les autres subventions, s'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. Nous poursuivons avec la convention d'objectifs avec la CAF, Laetitia. Oui, donc cette délibération concerne l'approbation d'une convention d'objectifs et de financement avec la CAF du Finistère dans le cadre de la convention territoriale globale pour la période 2025-2027. Cette convention permet le financement d'un poste de chargé de coopération enfants-jeunesse à hauteur d'un équivalent temps plein pour un montant annuel de 24 000 €. Ce poste est essentiel pour le pilotage du projet de territoire, le soutien aux familles, la parentalité, l'inclusion et la facilitation de l'accès aux droits. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. On retrouve Patrick pour une mise à jour du tableau des effectifs. Oui, il est nécessaire d'adapter notre tableau des emplois afin de permettre le remplacement d'un personnel donc, qui a quitté suite à une mobilité interne vers un emploi administratif pour assurer le bon fonctionnement du service de la police municipale. Il nous faut créer donc un grade de brigadier chef principal, catégorie C, effectif un seul. C'est un temps complet. Merci. Avis unanime en commission des finances. S'il n'y a pas d'intervention, pas d'abstention, pas d'opposition, merci. On continue avec l'adoption du règlement de formation de la ville de Morlaix. Patrick. Alors, après un gros travail avec les services, les syndicats, les agents, nous avons pu établir un règlement de formation. Donc, c'est un outil qui définit les droits et les obligations des agents. Il est consultable en permanence afin de connaître la réglementation relative à la formation professionnelle dans la fonction publique territoriale et ses modalités d'application. Donc, il a fallu aussi qu'on élabore en fait cet outil et qu'on décide de ce qu'était exactement la formation professionnelle. Donc, la formation professionnelle recouvre les formations statutaires obligatoires, les préparations aux concours et aux examens de la fonction publique territoriale, les formations personnelles, les stages proposés par le CNFPT, les éventuelles actions de formation organisées en interne par la commune pour ses agents sur des thèmes spécifiques, des actions de formation organisées en partenariat avec d'autres collectivités sur des thèmes spécifiques aussi, et la participation des agents de la commune à des formations proposées par des organismes privés qui peuvent, le cas échéant, être diplômants ou certifiants. Le conseil municipal est donc sollicité afin d'adopter ce règlement de formation de la ville. Et si vous acceptez de le voter ce soir, il rentrera en vigueur à partir du 16 janvier 2026. Merci. Je ne vois pas de demande d'intervention. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Merci. On ouvre le chapitre mené par Monsieur Plouzen. Jérôme. Donc la rétrocession par le logis breton à la commune de Morlaix d'un ensemble de voiries
et délaissés dans les quartiers de la Madeleine, Port-Zentrez et Hôpital. Le lotisseur, connu sous le nom de la ruche finistérienne, avait acquis dans les années 60 et 70 des terrains qui par la suite ont été lotis. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal avec ma souris. Voilà, malgré un classement de ces rues dans le domaine public des voiries communales par délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 1981 et 15 décembre 1988, aucun acte n'avait été publié au service de la publicité foncière pour entériner ce dit transfert. Alors, il s'agit donc des emprises suivantes. Dans le quartier de la Madeleine, la rue de Roscongar, celle de Kerjouaïk, la rue des Abeilles, la place de Kerjouaïk. Dans le quartier de Port-Zentrez, la rue des Roses. Et dans le quartier proche de l'hôpital, la rue Bornis-des-Bordes, la place Saint-Fiacre et le hameau du Champ-Breton. Pour les besoins d'une construction d'un ensemble immobilier de la rue Paul-Sérusier, le conseil municipal de la ville de Morlaix avait approuvé le 26 juin dernier la rétrocession à l'euro symbolique par le logis breton de la parcelle cadastrée AP numéro 219 qui correspond à l'assiette des rues de Roscongar et de Kerjouaïk. Dans la continuité, le logis breton a donné son accord pour céder à l'euro symbolique à la ville de Morlaix, l'ensemble des parcelles étant resté propriété du lotisseur la ruche finistérienne, à la condition que l'opération ne génère aucun frais pour le logis breton. Les frais notariés seront à la charge de la ville de Morlaix. Le conseil municipal de ce soir donc est sollicité afin d'autoriser monsieur le maire et autoriser la rétrocession à la commune des 9 parcelles et à signer l'avant-contrat de vente et ou acte de vente de tout décommand qui s'y rapporte. Il était temps. Il était temps. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein, avis unanime en commission des finances, pas d'intervention. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On continue avec la rétrocession par la société AFM Bretagne. Oui, en effet. La société donc FMT a obtenu un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 31 lots, dit Roglaz, lequel a par la suite été transféré au profit de la société AFM Bretagne. L'emprise correspondante a été délimitée par un géomètre expert et numérotée par les services du cadastre, section BP 674, pour une surface totale de 3 358 mètres carrés. À la suite du dépôt du 9 octobre 2025, la société AFM de Bretagne et une déclaration atteste l'achèvement et la conformité de ces travaux au 7 avril 2025. La ville de Morlaix a alors établi un certificat de non-contestation de conformité des travaux en date du 5 novembre 2025. La rétrocession à titre gratuit peut alors là être régularisée par acte notarié, à la suite de quoi la parcelle rétrocédée pourra faire l'objet d'un classement dans le domaine public communal. Le conseil municipal est sollicité ce soir afin d'autoriser monsieur le maire à autoriser la rétrocession à titre gratuit à la commune de la dite parcelle. Merci. S'il n'y a pas d'abstention ni d'opposition, on peut continuer avec la cession à des riverains d'un terrain constructible. Un terrain constructible de quasiment 560 mètres carrés situé rue Jean Périou en vue d'un projet d'agrandissement de leur habitation. Monsieur et Madame Daubert, propriétaires des parcelles cadastrées BP 240 et 241, 6 rue François Périou, ont sollicité la ville de Morlaix afin d'acquérir une parcelle lui appartenant et jouxtant leur terrain. Il s'agit d'un terrain enherbé de 559 mètres carrés sans usage défini. Ce terrain correspond à une qualification de domaine privé de la collectivité. La ville peut donc céder librement. Un accord a été formalisé par courrier en date des 22 et 31 janvier 2026 pour la cession de la parcelle au prix de 25 000 €. Le conseil municipal est donc sollicité afin d'autoriser la cession à ces riverains du terrain constructible. Merci Jérôme. Oui. Alain. Oui, si on peut avoir des précisions. On lit qu'il s'agit bien d'un terrain constructible. Le contrat de vente, dans le contrat de vente, est-il bien stipulé qu'il s'agit donc effectivement d'une construction qui va être réalisée sur ce terrain, une construction à usage d'habitation ou pas? Parce que dans les 2 parcelles qui sont citées, il se trouve actuellement déjà un certain nombre de caravanes. L'achat de ce terrain, est-il, on va dire, la perspective est-il de réaliser un espace avec d'autres caravanes ou s'agit-il d'une réelle construction qui est programmée? Jérôme. Il s'agit d'une construction qui est programmée, c'est un agrandissement. Donc cela est donc bien stipulé sur le contrat de vente qu'il s'agit qu'il doit y avoir une construction et pas en permanence des caravanes. Nous sommes d'accord. Sauf à défaut qu'on l'ait déjà préparé, il n'est pas préparé. Mais quel est le but de la question? Parce que quand on vend une parcelle...
Vous voulez... Parce que lorsque l'on vend une parcelle constructible dans un lotissement ou autre, la zone constructible est bien déterminée sur un terrain et on va dire, laisser stationner des caravanes ou des mobil-homes ou autres en permanence n'est logiquement pas autorisé à un certain nombre, plus d'un certain nombre de temps. Je ne comprends pas bien votre question. En fait, là, actuellement, une proposition a été faite. Il va y avoir un acte de vente. Mais eux, les futurs acquéreurs, nous ont dit que c'était pour faire une construction. Voilà. Vous avez des inquiétudes sur le fait que ce soit occupé par des caravanes. Voilà, il faut dire directement les choses. Ouais. C'est le cas actuellement, donc c'est pour... Si c'est une construction, il n'y a pas de souci, il est tout à fait légitime de l'acheter dans le but de construire. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la même chose pour les riverains. À l'heure actuelle, Monsieur Gambache a demandé la parole. Oui, pour connaître un peu le sujet, sur cette parcelle, il y a déjà une construction. À droite, vous avez une maison, quand vous êtes en face de la parcelle. Il y a une maison, il y a des caravanes et il y a l'idée d'avoir une autre construction sur le même terrain. Voilà. C'est ce qu'on sait aujourd'hui. Après, on n'a pas de... Oui, je comprends votre hésitation. Il y a déjà une construction. Après, il y a des règles précises sur les stationnements de véhicules à essieu, sur les propriétés privées. Le droit français ne nous permet pas trop d'agir dans ce cadre-là, sauf prescription spécifique qui n'existe pas dans le PLUiH, à savoir sur cette parcelle. Donc je comprends la question. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Il ne faudrait pas que ça devienne un terrain de caravane. Encore faut-il pouvoir agir dans le cadre légal. J'entends cette vigilance et nous y serons extrêmement sensibles. OK ? Ouais, merci Alain. Y a-t-il des abstentions ? Une ? Y a-t-il des oppositions ? Il n'y en a pas. Merci. Convention de servitude, Jérôme, toujours. Une convention de servitude de passage de 10 lignes électriques souterraines par la société Enedis. Donc celle-ci doit installer sur une parcelle appartenant à la ville de Morlaix donc 10 lignes électriques souterraines ainsi que ses accessoires techniques. La bande de servitude d'une largeur de 3 mètres et d'une longueur d'environ 160 mètres. Au vu de permettre l'établissement de l'exploitation de ces lignes, la société Enedis souhaite régulariser dans un premier temps une convention de servitude sous seing privé et dans un deuxième temps une convention par acte notarié. C'est quelque chose qui est habituel dans les conseils municipaux. Vous avez les considérants qui sont cités plus bas, établir à demeure une bande de 3 mètres, établir si besoin des bornes de repérage, sans création de coffret, effectuer les lagages, l'enlèvement des arbres, utiliser des ouvrages et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public, de la distribution d'électricité. Il est donc proposé au conseil municipal de ce soir de régulariser cette convention de servitude en vue de permettre l'établissement et l'exploitation de ces 10 lignes électriques souterraines. Merci. Pas d'abstention, pas d'opposition. On arrive à une autorisation de démolition. Tout à fait. Donc le 18 novembre 2025, le Logis Breton a adressé un courrier à la ville de Morlaix indiquant que le conseil d'administration de leur coopérative avait confirmé l'orientation inscrite au plan stratégique du patrimoine visant à engager un programme de démolition-reconstruction concernant un immeuble de 22 logements situé aux 2 rue Vingleroux à Morlaix. La résidence Anticorne. Le bâtiment actuel, édifié dans les années 50 à l'initiative d'une société HLM des chemins de fer, a été acquis par le Logis Breton le 1er avril 2004 afin de poursuivre l'exploitation des 22 logements locatifs sociaux. Il présente malheureusement aujourd'hui des coûts d'entretien élevés, un confort thermique limité, des difficultés d'accessibilité pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Et après étude, il a été constaté qu'une réhabilitation lourde ne permettrait pas d'atteindre les performances souhaitées. Le conseil d'administration du Logis Breton, après avis du conseil de concertation locative, a donc décidé d'engager une opération de démolition-reconstruction. Objectif de cette opération, c'est reconstituer au moins 22 logements locatifs, ouvrir des logements modernes, économes en énergie et accessibles, ainsi que favoriser la mixité sociale par une diversité des niveaux de loyer.
Le logis breton a rappelé également son engagement à accompagner chaque ménage de manière personnalisée tout au long du projet. Une charte de relogement précisera les modalités d'accompagnement et d'indemnisation des locataires. S'agissant d'une démolition de logements locatifs sociaux et conformément à l'article L 443-15-1 du Code de la construction et de l'habitation, l'accord préalable de la commune d'implantation est requis. C'est pourquoi le conseil municipal de ce soir est autorisé afin d'accepter la démolition de l'immeuble numéro 2, Vingleroux, résidence Ticorne. Pour résumer la situation, la tour présente des coûts de réhabilitation tellement élevés qu'il vaut mieux la démolir pour la reconstruire, pour garantir un équilibre économique à l'opération. Mais nous avons bien l'engagement qui est stipulé là dans la délibération de reconstitution à minima de l'offre de logement par le logis breton. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On arrive au FIH. Donc le FIH, le Fonds d'intervention pour l'habitat, donc dans le cadre de sa politique patrimoniale et de la mise en valeur du plan de sauvegarde du patrimoine, la ville de Morlaix accompagne financièrement les propriétaires qui réalisent des travaux d'entretien et de mise en valeur qui portent sur les façades des immeubles et des commerces ainsi que sur les murs de soutènement traditionnels. Dans le cadre du FIH, la préservation, la mise en valeur des façades, la restauration des façades des immeubles à pans de bois répertoriés comme bâtiments remarquables, le conseil municipal est sollicité ce soir concernant 2 demandes. La première pour le 8 Venelle des Fontaines avec un montant réglé par le propriétaire de 19 563,30 € et une subvention allouée de 3 912,66 €. Et pour le 7 rue des Lavoirs, un montant de travaux de 9 184,92 € qui a donné lieu à une subvention de 1 836,98 €. Montant total des subventions allouées de 5 749,64 €. Merci. Pas d'abstention, pas d'opposition. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin des travaux de ce Conseil, mais de la mandature. Je tenais à vous exprimer une nouvelle fois, comme je l'ai fait en début de Conseil, mes plus sincères remerciements pour votre mobilisation. On a vu dernièrement qu'effectivement, c'était un enjeu démocratique que de voir des gens comme vous, mes chers collègues, se mobiliser pour assurer la vie des institutions de la République. Eh bien, soyez-en encore une nouvelle fois très sincèrement remerciés. Et quoi qu'il arrive le 15 mars, quand la démocratie se sera exprimée, j'aurai toujours plaisir à vous croiser les uns ou les autres dans des instances républicaines ou tout simplement dans la rue. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir à tous.